Bienvenue à cette visioconférence intitulée donc l'orientation dans un monde durable, donc à l'occasion des Erasmus Day. Donc les Erasmus Day qui sont l'occasion partout à travers l'Europe de célébrer les différents programmes Erasmus, les différents projets, les différentes réalisations. Et donc c'est organisé donc ici par le réseau Euroguidance que nous représentons, et le réseau Euroguidance qui est lui-même le programme pour l'orientation tout au long de la vie du programme Erasmus. Alors, nous sommes présents dans 34 pays à travers l'Europe, et la mission principale donc, de ce réseau Euroguidance, c'est de soutenir le développement de la dimension européenne de l'orientation tout au long de la vie. Tout cela, bien sûr, en soutenant le développement des compétences donc, des professionnels de l'orientation et en les sensibilisant aux plus-values de la mobilité internationale. Nous cherchons également à mettre à disposition donc, des conseillers ou des praticiens de l'orientation au sens général du terme, différentes ressources sur des thématiques donc, toujours liées à l'orientation. Et puis, on cherche également toujours à favoriser l'échange de pratiques, à croiser un petit peu les différentes approches sur des problématiques que l'on peut avoir de façon commune au niveau européen. C'est un petit peu avec cette idée-là que, au sein du groupe Euroguidance donc européen, nous avons créé un groupe francophone et on a travaillé sur la thématique donc, de l'orientation du développement durable. Donc, dans ce groupe francophone, donc, nous avons comme pays représentés donc, la Belgique, la France, le Luxembourg et la Suisse. Donc, c'est l'occasion également pour nous de présenter une publication qui a émané un petit peu de ce groupe de travail, donc, qui a été rédigé par Kathleen Lapie, donc d'Euroguidance Luxembourg, et par Isabelle de Kester, d'Euroguidance France, qui est basée sur Lille. Et cette visioconférence va reprendre, avec donc l'apport de nouveaux experts, les thématiques qui sont abordées dans cette publication que nous présentera dans quelques instants Kathleen Lapie. Donc, nous aurons bien deux thématiques à cette visioconférence. Une première sur donc, travail et compétences à l'épreuve de la transition écologique, et une deuxième intitulée donc, pour une posture doublement durable pour les conseillers en orientation. Avant de laisser la parole à Kathleen et de rentrer vraiment dans le vif du sujet de cette publication, juste un petit rappel. Vous avez en fait dans la barre de menu un onglet discussion, donc, certains d'entre vous l'ont déjà saisi. Il va pouvoir vous servir pour échanger, communiquer, réagir un petit peu à ce qui s'est dit. Et puis vous avez un autre onglet qui est Q&R pour questions et réponses, qui doit vous servir si vous avez des questions vraiment à proposer à nos panélistes, c'est-à-dire à nos présentateurs. Donc n'hésitez pas à utiliser ces deux modes de communication pour rendre cette visioconférence la plus interactive possible. Voilà, le temps nous est compté, donc je laisse tout de suite la main à Kathleen Lapie de Luxembourg, qui va pouvoir nous présenter à la fois la publication et présenter également nos premiers interlocuteurs. Kathleen. Bonjour à tous. Oui, alors moi je vais vous présenter un petit peu plus les objectifs du travail que nous avons fait ensemble dans notre groupe de travail francophone qui a eu pour résultat une publication, qui est la brochure qui est présentée aujourd'hui en parallèle de notre web conférence. La voici à l'écran, ça c'est la couverture de la version française, elle existe aussi pour le reste de l'Europe en version anglaise. Donc, notre idée première pour notre groupe de travail, c'était vraiment clarifier ce sujet du développement durable, de la transition écologique, qui est un thème d'actualité essentiel dans tous nos pays, puisque au-delà des frontières, cela reste notre maison commune, la planète Terre, et dans le secteur qui nous concerne en particulier, à savoir l'orientation. Et notre idée était d'accompagner, de sensibiliser les professionnels de l'orientation scolaire et professionnelle sur ce sujet en leur apportant des informations claires, simples et puis toute une série de ressources utiles. Donc, en fait, la brochure a été divisée en 4 parties distinctes, dont 2 vont être plus précisément aujourd'hui abordées. La toute première, c'était
les métiers et la transition écologique. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde professionnel, dans l'évolution des métiers, avec ce qu'on appelle aujourd'hui la transition écologique, les développements environnementaux et techniques qui y sont liés. La deuxième était comment est-ce que le conseil en orientation évolue lui aussi par rapport à toutes ces questions de développement durable. Là, c'est une approche beaucoup plus de terrain pour les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle. Et puis ensuite, on a découvert aussi beaucoup de choses pendant notre analyse, notre recherche. Et on a recensé toute une série de bonnes pratiques et d'exemples de projets qui existent dans nos pays respectifs, et on les a présentés donc sur cette troisième partie de la brochure. Et puis ensuite, toutes les ressources qui nous ont été utiles pour rédiger les 20 pages de cette brochure, nous les avons aussi référencées. Alors, ce sont à la fois des ressources bibliographiques, mais aussi des formations qui sont accessibles gratuitement en ligne, des webinaires, que vous retrouvez en fait en dernière partie. Je pense que vous allez ensuite, à la fin de la webconférence, donner l'accès pour retrouver cette brochure, qui est à la fois sur le site Euroguidance européen, mais qui est aussi mise en ligne de manière un peu plus ludique sur le site d'Euroguidance France, où on peut feuilleter avec l'outil numérique. Et puis, donc, moi, mon rôle cet après-midi, c'est de présenter nos experts qui sont arrivés, je les vois à l'écran, qui sont en fait les intervenants qui vont aborder plus en détail la première partie. Comment est-ce que le travail et aussi les compétences évoluent par rapport à cette idée de transition écologique. Donc, nous avons avec nous Samira Malawi. Bonjour. Bonjour. Voilà, ouvrir le micro. Bonjour. Et puis aussi Mathieu Auclé. Bonjour, enchanté. Désolé pour le retard. Aucun problème, vous êtes à l'heure, on était juste en train de vous présenter. Alors, vous êtes tous les deux chargés d'études au CEREC. Alors, pour nous qui sommes de l'étranger, on explique l'acronyme. Le CEREC, c'est le Centre d'études et de recherche sur les qualifications en France. Donc, vous allez tous les deux peut-être un peu plus nous expliquer le rôle et les missions de votre institution. Et puis, ce qui nous intéresse avant tout, c'est que vous nous présentiez votre étude et les résultats de votre étude, donc sur l'évolution du travail et des compétences. Et puis, vous pouvez peut-être aussi nous expliquer plus en détail ce que vous entendez par écologisation des métiers, parce que c'est un terme qu'on ne connaît pas tous. On ne l'avait pas encore entendu forcément, celui-ci. Et puis, vous allez aborder, je crois, cette étude, enfin votre étude, à partir de 2 ou 3 secteurs plus précis où on peut noter l'évolution qui est en cours. Je vous laisse la parole. Donc, on a 20 minutes. Et puis, après votre présentation, on pourra avoir un temps de questions-réponses. Merci pour votre invitation, merci pour cette introduction et bonjour à toutes et à tous. Alors donc nous allons intervenir sur le thème travail et compétences à l'épreuve de la transition écologique. Alors très rapidement, en guise de présentation, donc effectivement le CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, est basé sur Marseille. Il a pour mission de mieux connaître et comprendre les liens entre la formation, l'emploi et le travail. Et nous sommes un organisme sous double tutelle du ministère de l'Éducation nationale principalement et du ministère de l'Emploi. Vous pourrez également trouver les informations sur le site www.cerec.fr. Donc, pour en savoir plus, mais en tout cas, voici pour l'essentiel. Alors, je vais commencer par quelques éléments de présentation de l'étude. Alors, donc, c'est une étude exploratoire intitulée « Répondre aux besoins en compétences à l'heure de la transition écologique, représentation et réalité ». C'est une étude de CEREC qui a été commanditée par la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. Alors, c'est un rapport qui va paraître prochainement sur le site de la DARES, justement, ainsi qu'une synthèse les deux seront donc consultables en ligne. C'est une étude qui comporte un questionnement en termes de transformation du travail, c'est à cela aussi qu'on va s'intéresser,
avec l'hypothèse suivante: l'accent mis aujourd'hui au niveau sociétal sur l'importance de la transition écologique est susceptible de faire naître de nouveaux besoins en compétences. Alors, au cours de cette présentation, comme vous l'indiquiez à l'instant, nous allons mobiliser la notion d'écologisation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par écologisation? Il s'agit du processus de prise en compte des aspects de protection de l'environnement par les organisations et notamment dans les pratiques professionnelles et ses impacts sur l'évolution des métiers. Alors, la question initiale était la suivante: la transition écologique requiert-elle de nouvelles compétences? Et donc, pour répondre à ces questions, l'étude s'est articulée avec trois entrées analytiques. La première établit une perspective générale du système d'emploi à partir des bases de données produites par le CEREC, en analysant, donc je cite, la place des emplois verts et verdissants dans les trajectoires des jeunes et les impacts des normes environnementales sur les activités et la formation des salariés en entreprise. La seconde a questionné un niveau intermédiaire à travers l'analyse de la dimension environnementale des engagements de développement de l'emploi et des compétences signés entre l'État et les branches professionnelles de trois secteurs auxquels nous nous sommes intéressés, en l'occurrence le BTP, le commerce et l'économie sociale et solidaire. Et nous avons d'ailleurs réalisé au sein d'entreprises de ces trois secteurs des monographies, et là c'est notre troisième entrée qui a cherché à interroger les transformations réelles du travail à partir d'une analyse des pratiques professionnelles. Alors, pour ce qui concerne l'aspect méthodologique, donc c'est une étude de nature essentiellement inductive qui a mobilisé différentes méthodologies, des méthodologies quantitatives et des méthodologies qualitatives. Pour le quanti, donc nous avons eu recours à des données produites par le CEREC, les enquêtes génération et le dispositif d'enquête sur les formations et les itinéraires des salariés. Il y a également l'analyse de l'action publique auprès des acteurs de branche qui a porté sur les trois secteurs étudiés. Et nous avons réalisé 6 monographies d'entreprises avec une cinquantaine d'entretiens et d'observations des situations de travail. Alors, donc, pour terminer sur cet aspect méthodologique, donc, nous avons dans le commerce de détail alimentaire une monographie donc, dans 2 structures, une boutique de produits laitiers, de fromage et un magasin appartenant à une coopérative nationale spécialisée dans l'alimentation biologique. Dans le secteur de la construction, une grande entreprise et une petite entreprise spécialisée dans les travaux acrobatiques. Et enfin, dans l'économie sociale et solidaire, 2 structures coopératives. Je vais laisser maintenant la parole à Mathieu pour ce qui est des principaux résultats liés à l'étude dans ces secteurs. Merci beaucoup, Samira, pour la présentation rapide de cette recherche. Alors, pour les premiers résultats, dans le secteur du commerce, d'abord, on peut observer des dynamiques d'écologisation alors qu'on a appelé minoritaires. On n'a pas enquêté directement sur la grande distribution, mais on verra avec le BTP les parallèles. Donc, on a enquêté donc, sur une coopérative. Alors, il faut savoir que c'est une enseigne qui a eu plusieurs centaines de magasins en France. Et à côté de ça, une petite laiterie, fromagerie en centre-ville. Donc, des commerces qui ont comme figure repoussoire des figures repoussoires communes. Donc, les grandes enseignes de distribution d'un côté, l'agriculture conventionnelle de l'autre, c'est-à-dire les politiques productivistes de manière plus générale. Ensuite, on a une ambition commune, c'est celle de transformer le commerce de détail alimentaire de manière globale, c'est-à-dire à travers les coopératives au niveau national ou de manière plus spécialisée pour la laiterie-fromagerie. On a des tensions fortes autour de l'idée de tenter de maintenir un équilibre entre orientation environnementale militante d'un côté et de l'autre, de développer un modèle d'entreprise viable face à une concurrence généraliste dominante. Donc, comme je disais, on est à peu près un tiers des ventes au détail dans l'alimentaire se fait dans les grandes surfaces. Et donc, ce qu'on a pu observer, c'est des dynamiques d'écologisation autour de la mobilisation des salariés et à travers un projet militant avec une priorité donnée à leur formation, avec l'idée d'un essaimage, c'est-à-dire que tout le monde doit être formé à peu près à savoir tout faire. Et aussi, un autre point important, c'est l'information des clients autour de l'idée de favoriser le développement, d'une part, d'un rapport sensible à la nature à travers les produits, mais plus largement de développer en fait des connaissances approfondies des enjeux liés aux conditions de production, d'acheminement, de distribution et de consommation, avec véritablement une idée réflexive sur les débats qu'il y a autour de ces enjeux.
Donc, une éthique écologique semble se mettre en place qui dépasse le champ d'action et les frontières des magasins. Il ne s'agit pas seulement de vendre. Dans les deux cas, on observe ce sont deux cas qui sont marqués par l'intégration d'une philosophie écologisante, c'est-à-dire d'une transformation écologique qui vise non pas seulement l'activité, mais plutôt l'ensemble des liens de consommation dans leurs actions commerciales. Donc, au cœur de ces objectifs professionnels, on peut observer une mission originale de sensibilisation des clients dans le domaine écologique et environnemental, avec une double dimension militante et commerciale qui se veut complémentaire, mais qui est parfois en tension. Donc, on retrouve des logiques assez proches dans le secteur de la construction, un secteur de la construction qui est aussi, comme la grande distribution, dominé par quelques groupes, quelques majors, et qui vont structurer le secteur. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est des changements observés largement liés à des facteurs dits exogènes, c'est-à-dire aux lois, au développement technologique, à la transformation des méthodes et des matériaux de construction, des dimensions environnementales et écologiques qui ne sont pas encore des finalités professionnelles en soi, justement par rapport à cette structuration du secteur avec une régulation qui arrive de l'extérieur, mais des travailleurs malgré tout sensibles aux dimensions environnementales qui dépassent les éco-gestes. On prendra l'exemple des cordistes qui, socialement, ont été formés pour la plupart en faisant de l'escalade et qui ont un rapport à la nature qui est privilégié par rapport au BTP classique. Ensuite, on peut souligner un filet législatif qui impose des règles, alors progressivement, sur les nouvelles constructions, la rénovation des bâtiments existants et aussi sur les travaux publics. Donc, une réglementation qui est mise en place, qui s'est mise en place au cours de la dernière décennie, principalement axée sur la transition énergétique. Donc, on n'est pas sur une idée forcément écologique de manière, une approche macro de l'écologie, mais plutôt focalisée sur l'énergie. Des mesures qui visent à développer le marché de la rénovation des bâtiments qui sont d'abord incitatives, avec par exemple des aides à la rénovation, puis qui se veulent plus coercitives avec l'exclusion du marché locatif à partir de 2025. Donc une logique similaire pour les constructions neuves avec l'imposition de la norme bâtiment basse consommation et de la norme bâtiment énergie positive, des processus de conception et d'installation en voie d'évolution également face à l'écologisation progressive des méthodes de construction et des matériaux, avec de nouvelles façons de faire et certains métiers en première ligne comme celui de conducteur de travaux. Donc au final, pour le BTP, on est devant deux cas emblématiques de l'importance accordée aux fournisseurs, c'est-à-dire à l'amont, qu'ils proposent des éléments de structure, du béton à faible teneur en carbone ou des produits de traitement plus écologiques. Donc cet aspect est moins souvent considéré que les aspects en aval, comme le traitement des déchets, qui est en partie sous-traité à des entreprises spécialisées dans les deux cas étudiés. On en vient maintenant à l'économie sociale et solidaire, où on a pu observer donc deux structures coopératives de l'ESS, dont on souligne qu'elles sont contrastées, mais qu'elles visent toutes deux à un projet vertueux en termes d'environnement. Donc une société coopérative de production qui fabrique du thé et qui est axée sur le retour des arômes naturels dans la fabrication de ces thés et infusions, et une société coopérative d'intérêt collectif qui considère davantage l'écologie comme sa raison d'être, qui est mise en pratique à travers une variété de projets et d'initiatives relevant de l'éducation populaire, des ateliers ouverts, des sessions de formation pour les chômeurs et des pratiques inclusives entre les employés et les stagiaires. Donc, ces structures sont toutes les deux caractérisées par une gouvernance plus démocratique et horizontale, avec une réflexion sur l'organisation, la division du travail, mais aussi la santé. Donc, des tentatives d'articulation des questions environnementales et sociales, des initiatives par ailleurs qui sont freinées par leur dépendance à l'égard de leurs principaux donneurs d'ordre. Or, d'un côté, pour la SCOP, c'est davantage la grande distribution à travers les marques de distributeurs, les demandes qui sont faites derrière, et notamment liées au référentiel de l'agroalimentaire, et de l'autre côté, l'État. À chaque fois, on fait des principaux donneurs d'ordre dont dépend la survie et la pérennité financière de ces coopératives. Donc, la SCOP, d'un autre côté, cherche à maintenir sa production de thé et d'infusion sans changement profond dans les process, dans les façons de faire, qui sont notamment prescrites, comme je le disais, par les référentiels et qui sont dictées, exigées par les clients détaillants, qui sont les distributeurs, encore une fois. L'activité est donc contrainte par la nécessité de faire face à la grande distribution pour rééquilibrer le modèle économique. Le sens du travail est, lui, plutôt renforcé dans l'activité dédiée à la fabrication de la marque spécifique de la SCOP, qui représente une petite partie de la production, toujours. Pour la SCIC, qui développe ses activités en répondant pour partie à des logiques de rentabilité, donc c'est-à-dire par des réponses aux appels d'offres, et pour une seconde partie à des logiques non marchandes, notamment lorsqu'il s'agit d'activités directement liées aux objectifs de développement durable.
Donc, à travers ces deux exemples, les activités qu'on a pu observer, dans les deux cas, donnent du sens au travail quotidien et permettent de le valoriser aux yeux des salariés qui apparaissent comme des employés à chaque fois multitâches, dont la polyvalence est directement liée à l'orientation écologique marquée de leur activité, ce qu'on retrouve aussi dans la coopérative du commerce. Donc, pour ce qui est des résultats un peu plus transversaux, c'est-à-dire qu'on retrouve à peu près, qu'on retrouve généralement dans les trois secteurs, ce qu'on peut mettre en avant, c'est que les normes volontaires peuvent être essentielles pour orienter la trajectoire des organisations vers une intégration plus poussée et plus complexe de l'écologie dans leurs activités. Là, on pense notamment aux secteurs qui sont déjà dominés par de grands groupes, qui ont déjà des structures et des modes de fonctionnement qui sont peut-être moins agiles et qu'il va falloir réguler en partie par justement les différentes formes de normes, donc normes volontaires et d'autres formes de régulation. Les modes de travail ne sont pas systématiquement transformés, c'est-à-dire qu'on retrouve des nouvelles compétences, entre guillemets, qui peuvent s'avérer être d'anciennes compétences dévalorisées ou invisibilisées par la logique de rentabilité, ce qu'on voit par exemple avec la laiterie fromagerie, avec le fait de retourner vers des savoir-faire paysans. Ensuite, on a l'influence de l'aspect environnemental dans les actes professionnels qui apparaît dans la plupart des cas comme plutôt faible, même si certaines professions peuvent être totalement engagées dans un processus d'écologisation comme une fin en soi. C'est-à-dire que par l'observation de l'activité, on ne peut pas forcément comprendre ces dynamiques d'écologisation qui renvoient à des branches, à des filières, à des contextes concurrentiels assez différents. Ensuite, il y a le rapport au marché qui détermine les deux tendances d'écologisation à l'œuvre et donc les tensions qu'on peut croiser dans le travail et les organisations. C'est-à-dire d'un côté rentabiliser ce qui est vertueux écologiquement ou rendre vertueux ce qui est rentable. Chaque organisation peut ainsi être placée sur un continuum entre l'un et l'autre de ses principes et voir aussi sa place évoluer. Enfin, l'écologisation des lieux de travail est fonction, on peut dire, de la position de l'organisation sur cet axe qui va de l'engagement militant à la conformité aux règles du marché et avec les effets concurrentiels que ça peut avoir de réajustement entre les différentes entreprises du secteur. Donc, les enjeux de formation, pour leur part, sont peu formalisés dans le cadre d'une diversité d'actions de GRH. C'est-à-dire que les questions d'écologisation vont apparaître dans d'autres types de formations, ou alors on va avoir des salariés ou des dirigeants d'entreprises innovantes qui vont plutôt essayer, par exemple, de se former d'un côté, je reprends l'exemple des fromages, mais d'un côté au mode de production industrielle, de l'autre côté au mode de production paysan et faire ensuite leur propre formation à la carte. Par rapport aux éco-activités, l'écologisation se diffuse à travers un travail collectif d'organisation qui tente à évoluer au quotidien un processus chemin faisant, c'est-à-dire avec des essais, des erreurs et d'autres formes d'innovation. Pour écologiser leur activité, donc les professionnels doivent penser de plus en plus globalement et de manière sensible, situer et moduler leurs contributions spécifiques dans les différents systèmes d'activité, les processus de production, les secteurs et les chaînes de valeur. Donc, le niveau organisationnel est intéressant à observer, mais pour bien comprendre, comme je le disais, c'est davantage en s'intéressant aux chaînes de valeur qu'on voit les transformations écologiques dans les différents secteurs. Le retour réflexif sur l'activité et son organisation, ainsi que l'accent mis sur les biens communs, semblent être des caractéristiques marquantes des organisations qui ont une approche approfondie et éthiquement cohérente de l'écologisation. Avec par exemple, dans différents cas, un intérêt certain pour les conditions de travail et la santé au travail, le fait de préserver, par exemple, les salariés face aux clients, de changer régulièrement de poste pour pas être exposé et pour que ce discours en fait d'écologisation puisse être crédible et légitime. Donc je te laisse la parole. Merci. Alors pour conclure, donc voici quelques perspectives et pistes de réflexion à la suite de cette étude. Alors tout d'abord, très prosaïquement, mais en même temps très fondamentalement, continuer à observer et à analyser finement l'écologisation en cours des pratiques professionnelles nous semble important, car en la matière, rien n'est joué et tout se joue avec beaucoup de spécificités, de différences selon les secteurs, selon les entreprises et les titulaires d'emploi eux-mêmes. Il convient donc de savoir regarder dans toute sa diversité le processus d'écologisation et de savoir suivre la trace, si l'on peut dire, les transformations que ce processus génère sur les activités de travail. Alors c'est ce qu'un organisme comme le CEREC entend faire, et cela suppose peut-être aussi de votre part, si je peux m'exprimer ainsi, d'avoir une réflexivité ouverte et permanente sur l'écologisation des pratiques professionnelles.
Alors ensuite, deuxième perspective, ne plus se limiter à des approches métiers pour comprendre le processus d'écologisation, mais adopter aussi des approches en termes de filières et d'écosystèmes professionnels, et ce, pour tirer pleinement parti de ce que ce processus requiert en termes de pensée systémique, de rapport holiste et sensible à l'environnement, et d'interdépendance à nouer avec les acteurs, avec et pour lesquels les professionnels travaillent. Alors, dans quelle mesure les métiers observés sous l'angle de la transition écologique peuvent-ils vraiment offrir des opportunités de reconversion ou de bifurcation professionnelle? Alors, on l'a vu, l'évolution des métiers du fait de l'écologisation est l'occasion de pareilles reconversions ou bifurcations professionnelles, comme chez les cordistes, par exemple, issus en partie des activités de plein air ou même des métiers de bureau, ou chez les fromagers qui exerçaient auparavant un tout autre métier et qui se sont reconvertis comme tels car ils ont souhaité porter un projet de mobilisation éco-citoyenne. Il y a donc lieu de creuser cette question qui renvoie à la question des orientations de carrière. Alors, le surcroît de sens au travail apporté le plus souvent par l'écologisation produira-t-il des effets durables sur les modes d'orientation et d'engagement professionnel des personnes, ou bien seulement des effets passagers, le temps tout bonnement que les transformations et les bouleversements associés se mettent en place et agissent? C'est une question qu'on peut également se poser. Si l'on peut probablement parier pour la production d'effets durables, il importe certainement de travailler avec toujours plus de finesse cette question essentielle du sens, et ce, dans sa triple dimension. En quoi l'écologisation des métiers est-elle porteuse de signification mobilisatrice pour les salariés? En quoi leur offre-t-elle des directions ou des boussoles pour la conduite de leur carrière et plus largement leur existence? En quoi implique-t-elle des sensations, des émotions positives, des affects actifs aptes à favoriser des dynamiques de transformation? Alors ensuite, dans quelle mesure les exigences et les modalités d'action liées à l'économie circulaire sont-elles appelées à prendre une place de plus en plus importante dans les cœurs de métier et à ne plus rester ainsi à leur périphérie? Alors ces exigences, ces diverses modalités d'action, que ce soit de l'attention aux déchets, à leur gestion, le recyclage, la réutilisation, le réemploi, la réparation, etc., eh bien, on a observé dans notre étude qu'elles occupaient de plus en plus les différents professionnels, mais tout en demeurant le plus souvent encore à la marge de leur cœur de métier. Il n'est pas certain que cet état de fait persiste pour tout le monde dans les prochaines années. On le voit par exemple dans le cas de certains vendeurs qui doivent maintenant être au courant des indices de réparabilité des objets qu'ils vendent pour répondre à de nouvelles normes, à des attentes qui se répandent au sein de leur clientèle. Ensuite, comment accompagner les professionnels à l'écologisation de leur métier via notamment la formation? Alors là, c'est une question très pratique et très concrète, mais qui ne va pas de soi du tout, et qui titille aujourd'hui les formateurs et les concepteurs de formation. Alors, notamment, comment permettre à des personnes, dans des activités concrètes et singulières, de développer leur capacité à penser plus globalement, à se situer de manière à la fois plus holiste, plus sensible à l'environnement, à interagir et à échanger plus fréquemment et plus intensément dans ce contexte sur les lieux de travail. Alors voilà des défis qui nous semblent importants et qui se posent aujourd'hui aux différentes didactiques et pédagogies. Pour finir, au sein des secteurs dans lesquels nous avons pu observer des niches par rapport à l'écologisation, tels que le commerce et l'ESS, quelles sont les conditions requises pour que les formes les plus vertueuses atteignent les populations plus larges de travailleurs et ou de consommateurs? Alors, on a là une question encore plus compliquée, car la vertu en ce domaine est encore loin d'être la règle, tant certaines priorités, certains intérêts puissants peuvent résister. En particulier, comme les acteurs dominants du marché de la distribution et de la construction, pourraient-ils développer une vision transformatrice de leurs activités, alors qu'ils sont toujours guidés par le productivisme et l'augmentation des profits, peut-être, de notre point de vue, de favoriser les formes les plus vertueuses d'écologisation. Voilà, donc en fait, nous arrêterons là et puis nous vous remercions pour votre attention. Nous vous avons mis, sachant que le diaporama sera diffusé sur votre site, quelques références bibliographiques en lien donc avec des publications que vous pourrez trouver en ligne sur le site du CEREC. Merci. Merci. Merci beaucoup à tous les deux.
je regarde s'il y a des questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes dans la chat. Eh oui. Bon, déjà, merci pour votre contribution. Je pense qu'on a tellement de pistes de réflexion qu'on a au moins besoin de l'année pour pouvoir les travailler dans notre groupe de travail et pour pouvoir continuer le travail. Vous avez beaucoup abordé les compétences de demain et ça nous intéresse beaucoup parce qu'on est en pleine année européenne des compétences, donc voir comment est-ce que ça évolue. Alors, une des questions qui est venue, c'est est-ce que la digitalisation des métiers peut aussi aller de pair avec l'écologisation? C'est une très grande question. Je ne sais pas si on pourra y répondre. Il y a des débats aujourd'hui on parle de transition jumelle d'un côté, d'autres vont mettre en avant qu'elles s'opposent. Peut-être là, il y a une dimension pour vous dire, alors pour avoir enquêté un peu sur les dynamiques numériques, notamment dans la logistique, donc dans des emplois non peu qualifiés, il y a toute une dimension réflexive qu'on voit là dans la transition écologique qui n'est pas prise en compte, c'est-à-dire qu'on a des discours aujourd'hui sur le futur du travail qui vont être produits donc d'un côté par des grandes institutions internationales, par différents experts avec des scénarios. Et en fait, le travail est souvent absent. On parle souvent en nombre d'emplois, c'est-à-dire dire, bon, voilà, quand on parle de numérique, on parle souvent d'automatisation. Donc, on va essayer d'avoir des études prospectives sur le nombre d'emplois, sans prendre en compte les travailleurs, l'état du travail. Et alors, donc, il pourrait y avoir peut-être une articulation. Après, ça dépend aussi beaucoup des domaines, des filières, des chaînes de valeur. On a vu que ça pouvait transformer quand même différents secteurs de manière assez radicale. On le voit avec le commerce. Et donc, ça nécessite des débats et des débats qui incluent les travailleurs, c'est-à-dire des formes de démocratisation autour du travail, de la manière d'organiser le travail, de la manière de le concevoir aussi. Et les grandes organisations qui sont basées davantage sur des divisions du travail parcellaires vont être beaucoup plus éloignées, en fait, si on parle de transition numérique dans ces domaines et dans ces secteurs, vont être tendanciellement plus éloignées de perspectives d'écologisation du travail. Donc, ça demande encore une fois pas mal de réflexion, d'articulation et aussi de situer à chaque fois ces problématiques dans des organisations et des activités données. Est-ce que tu veux compléter? C'est complet. Formidable. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, on retrouve toutes les publications du CEREC sur le slide que vous nous avez fourni pour pouvoir approfondir le sujet et aller un petit peu plus loin. C'est bien ça. Très bien. Il vous suffira juste de cliquer directement sur les intitulés. C'est parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Je vais passer la parole donc à Isabelle de Kester qui va désormais parler donc de la deuxième partie de notre publication, donc qui est plus liée au conseil en orientation. Je te passe la parole, Isabelle. Oui, merci Kathleen. Il y a une question dans le chat pour Samira Malawi et Mathieu Auclé, donc je les invite à en prendre connaissance et peut-être qu'à la fin, on pourra revenir là-dessus. Alors, nous allons passer sur le deuxième temps fort de cette visioconférence, qui est également l'événement de lancement de la publication du groupe francophone Euroguidance, l'orientation dans un monde durable. Donc, sur cette partie, nous allons parler de l'évolution du conseil en orientation, de nouvelles pratiques sur l'accompagnement de l'orientation et éventuellement de nouvelles ressources à disposition des professionnels pour accompagner les personnes, jeunes ou moins jeunes, qui se posent des questions par rapport à la façon dont ils vont s'inscrire dans un monde en développement, un monde aussi plus instable, plus inattendu. Donc, comment, en tant que professionnel d'orientation, on va pouvoir accompagner, soutenir, aider ce questionnement et aussi cet ensemble d'incertitudes. Voilà, donc j'ai le plaisir de
de passer le relais à Shekina Rocha, qui est maître d'enseignement et de recherche suppléante à l'Institut de psychologie de l'Université de Lausanne. Je suis très heureuse de l'accueillir à distance. Le titre de votre intervention, Shekina, donc que vous avez choisi, c'est « Pour une posture doublement durable pour les conseillers en orientation », en sachant que vous allez donc aborder comment et pourquoi les conseillers en orientation peuvent intégrer les questions liées à la durabilité de la planète au sein de leurs prestations, d'une manière qui soit à la fois soutenable dans le cadre de leur mission, mais aussi dans le cadre des conditions d'exercice qui sont les leurs. Voilà, donc je vous passe la parole et je vous relayerai les questions. Oui. Alors, merci beaucoup Isabelle pour cette introduction et pour l'invitation à prendre part à cette cérémonie de lancement de la brochure. Donc, pour aborder cette question de la posture des psychologues en orientation en lien avec la durabilité, je me disais que finalement, l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir avoir une posture qui soit durable, autant pour les conseillers et les conseillères en orientation que pour l'environnement de manière générale, donc à la fois d'un point de vue social et d'un point de vue écologique. Cette double durabilité, avec mon collègue Stéphane Bonzon, on a appelé ça la durabilité au carré, avec l'idée que c'est quelque chose qui est pas, on n'additionne pas ces deux durabilités, mais c'est vraiment une interaction entre les deux. Et puis pour réfléchir à cette question de la durabilité au carré pour les conseillers en orientation, je me suis dit qu'il y avait quelques questions clés qui reviennent régulièrement, qu'on pouvait prendre le temps de regarder ensemble par rapport à cette question de la durabilité en orientation. Et la première, c'est de savoir, mais finalement, est-ce qu'il faut être activiste pour intégrer les questions de durabilité dans les prestations d'orientation? Est-ce que c'est de l'activisme? Est-ce que c'est du militantisme? Ensuite, je me suis dit qu'il fallait aborder la question de savoir, mais est-ce que c'est vraiment une révolution d'intégrer les questions de durabilité au sein des prestations d'orientation? Et puis finalement, de réfléchir à quelle posture adopter, comment est-ce qu'on peut amener ces réflexions, ces questionnements au sein de notre pratique. Et donc, si on commence avec la première question, faut-il être activiste? C'est vrai que c'est quelque chose pour lequel, des fois, je suis un petit peu mal à l'aise. Enfin, j'ai fait des publications sur les questions de l'éco-orientation, sur comment est-ce qu'on peut prendre en compte les besoins du monde dans le cadre des démarches d'orientation. Et puis, finalement, alors moi-même, je ne le considérerais pas du tout comme un modèle à suivre en termes d'écologie, de durabilité. J'essaye d'être responsable, mais c'est des tentatives, on va dire. Et puis, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui peut freiner. Et puis aussi, cette question de savoir, mais finalement, est-ce qu'on a besoin d'être activiste? Et c'est vrai qu'en fait, si je remonte aux origines qui m'ont conduit à m'intéresser à cette thématique, en fait, on a eu l'inauguration du Centre de recherche en psychologie de l'orientation en 2017 à l'Université de Lausanne, et il y a le professeur Jean Guichard, que vous connaissez sûrement toutes et toutes, qui a fait une présentation très intéressante sur l'importance de tenir compte de la durabilité dans les prestations d'orientation. Et quand j'ai entendu son discours, ça m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, à ce moment-là, je travaillais dans les gymnases en Suisse, c'est l'équivalent du lycée, je pense en France et en Belgique. Et en fait, j'étais très perplexe parce qu'on avait un haut taux de suicide parmi les élèves. Et puis, en fait, je me suis dit, mais le suicide, souvent le facteur qui corrèle le plus avec des différentes données, on sait que c'est la perte de sens. Et mon questionnement, c'était de savoir, mais comment est-ce qu'on peut aider les jeunes à retrouver du sens aux études? C'est bien que sur la base de l'intervention du professeur Guichard, on a monté un petit atelier en février 2018 qui s'appelait « Donner un sens au gymnase ». Puis, on a amené les élèves à réfléchir, mais comment est-ce qu'ils peuvent mettre en lien les études qui font, leurs forces, leurs intérêts, leurs compétences avec les besoins du monde. Et puis là, on a eu quelques jeunes qui étaient présents, mais d'avoir eu certains, tout à coup, il y avait une étincelle qui s'allumait dans leurs yeux de voir qu'en fait, au travers de leurs études et du métier qu'ils allaient exercer par la suite, ils allaient pouvoir faire une différence dans le monde.
Si bien que quand on a eu un appel à contribution pour participer au handbook de Cobus Maré sur les innovations dans le conseil en orientation, avec le professeur Jonas Mazdonati, on s'est dit, mais en fait, peut-être qu'on pourrait créer un jeu pour aider les jeunes à prendre en compte les objectifs de développement durable de l'ONU au sein de leur réflexion sur leur carrière. Donc, les objectifs de développement durable, je pense que vous les connaissez, ils sont au nombre de 17 et ils renferment en fait 119 sous-objectifs qui devraient être atteints d'ici à 2030 pour assurer la survie de l'humanité sur cette planète. Et puis, on en a fait un jeu de cartes où finalement, on encourageait les gens à réfléchir, mais quelles sont mes forces, quels sont mes intérêts, quelles sont mes compétences, mes ressources, lesquels parmi les différents buts qu'ils sont présentés me touchent, pas lesquels sont importants parce qu'ils sont finalement tous importants, mais certains nous touchent plus particulièrement d'autres. Et puis, dans quelle manière j'ai envie d'y contribuer, dans quelle sphère de vie, plutôt privée, plutôt professionnelle, et sur lesquelles de mes forces je peux m'appuyer pour pouvoir le faire. Pour nous, c'était quelque chose d'assez essentiel parce qu'en fait, dans notre idée, c'était que avoir un but qui soit important dans la recherche, on parle de purpose, c'est un peu intraduisible en français, mais c'est cette idée d'avoir un but central qui dirige nos décisions, nos comportements et la manière dont on va gérer nos ressources. Il y a plein d'études qui montrent que c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour le bien-être et pour la perception que notre vie a un sens. C'est notamment le cas lorsque le but qu'on vise, c'est quelque chose qui nous dépasse en tant qu'individu et puis qui vise à apporter une contribution à la société ou à la planète en général. Et ça semble particulièrement important de pouvoir axer sur le développement d'un tel but parmi les gens aujourd'hui, puisque plusieurs études montrent qu'à l'heure actuelle, les jeunes sont démoralisés par l'incertitude et qu'ils ont tendance à ne pas se fixer d'objectifs. Donc, on se rend bien compte que ça va avoir des impacts importants au niveau de leur bien-être et au niveau du sens qu'ils trouvent à leur vie. Donc finalement, le fait d'aborder les besoins du monde, c'est un moyen de pouvoir les aider à trouver un but. Et pour ça, j'aime beaucoup cette citation de Crumboltz qui dit « Mais en fait, l'anxiété au sujet de la planification de l'avenir, elle est normale, mais elle peut être remplacée par un sentiment d'aventure. » Et puis se pose la question de savoir, mais finalement, comment est-ce qu'on peut remplacer l'anxiété à l'égard de l'état du monde actuel par un sentiment d'aventure? Et puis ce que nous dit la recherche en psychologie, c'est qu'en fait, une des manières de le faire, c'est de se dire face à ces objectifs que c'est un défi plutôt que c'est une menace. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès le moment où on appréhende une situation en se disant c'est une menace, on va avoir tendance à se focaliser sur tous les risques, ce qui va avoir un impact au niveau physiologique. On va avoir une vasoconstriction, une libération du cortisol, donc l'hormone de stress, qui va faire qu'on va être plus susceptible de ressentir des émotions comme l'anxiété, la peur, la colère, qui peuvent être utiles, mais qui peuvent aussi devenir paralysantes. Et puis du coup, on risque d'essayer d'éviter les situations qui produisent ces émotions-là. Et puis, quand on peut éviter la situation, ben, au court terme, on est soulagé, mais à long terme, on n'a pas appris. Donc, face à la même situation, quand elle se répète ou une qui ressemble un peu, on va avoir plus tendance à l'appréhender comme une menace. Donc, on voit qu'il y a un cercle vicieux qui peut se mettre en place. À l'inverse, ce que nous dit la recherche, c'est que si dans la même situation, on se dit c'est un défi, on va avoir tendance à se focaliser sur les opportunités de la situation. Et puis au niveau physiologique, on va avoir complètement l'inverse. On va avoir une vasodilatation, on va avoir une relaxation, des sentiments plutôt de l'ordre de la curiosité qui vont conduire à adopter des stratégies de résolution centrées sur le problème, qui font que les individus vont pouvoir développer des compétences, s'adapter à la situation et à long terme, ces compétences vont les rendre plus prompts dans une situation qui se ressemble à l'aborder comme un défi et donc avoir un cercle vertueux qui se met en place. Tout ça pour répondre à cette première question, faut-il être activiste pour aborder la question de la durabilité dans l'orientation? Eh bien, pas nécessairement. On peut faire du militantisme à côté, mais on n'a pas besoin pour aborder ces questions-là d'être soi-même activiste, puisque finalement, c'est crucial autant pour les consultants que pour la société et la planète d'aborder ces questions-là. Donc, finalement, ça fait vraiment sens. La deuxième question, c'est de savoir est-ce que c'est une révolution? Est-ce que ça va transformer fondamentalement notre pratique d'intégrer ces questions de durabilité au sein des prestations d'orientation?
En préparant cette conférence, je suis sortie sur un article qui est paru la semaine passée. Et puis, en le lisant, j'ai bondi de ma chaise, très honnêtement, parce que les auteurs disaient, mais en fait, le but des activités de conseil doit passer de l'investigation des caractéristiques, des passions, des aptitudes, des intérêts et des habilités à la possibilité que l'on va devoir soutenir un développement durable. Et ça m'a fait bondir de ma chaise parce que je me suis dit non, on ne doit pas faire l'un, on ne doit pas abandonner l'un à profit de l'autre, mais on doit plutôt essayer de voir comment est-ce qu'on peut les concilier. Alors, je précise que le reste de l'article est intéressant pour ceux qui seraient intéressés de le découvrir, mais cet aspect me semble assez essentiel. C'est-à-dire que finalement, les traits, les intérêts, les passions, les valeurs et les aptitudes d'un individu, ils peuvent être mis au service des besoins du monde. Et c'est vraiment important parce que pour que les carrières soient durables, on a besoin à la fois de tenir compte de l'environnement, mais on a aussi besoin que l'individu puisse lui-même exercer pendant longtemps différentes activités professionnelles. Et puis, dans ce cadre-là, on se rend vite compte qu'on va avoir besoin d'individus qui sont bien dans les activités qu'ils exercent. Et si on prend finalement les objectifs de développement durable, on se rend compte qu'on va avoir vraiment besoin de gens qui sont passionnés et qui sont ultra compétents pour pouvoir résoudre les problèmes qui présupposent ces objectifs. Et si on prend ne serait-ce que le premier, on se rend assez vite compte que finalement, pour ici réduire la pauvreté, on va avoir besoin de gens qui sont capables de travailler dans le domaine réaliste et puis pouvoir contribuer à la production de la nourriture, à faire tout le système de travaux réalistes. On a besoin de gens qui puissent réfléchir, trouver un moyen de faire ça d'une manière qui soit durable. On a besoin de gens avec des intérêts artistiques pour imaginer des solutions complètement nouvelles. On a besoin de gens avec des intérêts sociaux pour pouvoir mettre en place les solutions qui ont été identifiées. On a besoin de gens avec des intérêts entreprenants qui vont pouvoir prendre des décisions politiques, diriger les gens dans cette direction, par exemple. Et puis, on a besoin de gens avec des intérêts conventionnels qui vont pouvoir assurer au jour le jour l'aspect administratif de la mise en place des solutions identifiées. Donc, en fait, on a vraiment besoin de gens, on a besoin de savoir quels sont les intérêts, les forces, les ressources de nos consultants pour pouvoir savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir contribuer au but qui les touche. Donc, ça prend un petit peu le contre-pied de la métaphore du colibri qui dit, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, il y a un incendie dans la forêt et puis on a un petit colibri qui fait des allers-retours avec des gouttes d'eau dans sa bouche pour pouvoir éteindre l'incendie. Et puis quand les autres animaux de la forêt lui disent, mais c'est pas avec des gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu, il répond, oui, je sais, mais je fais ma part. Finalement, on peut prendre le contre-pied puis se dire, mais finalement, quelle serait la meilleure manière pour un colibri de pouvoir contribuer à éteindre l'incendie? Et puis on est d'accord que la plus utile, c'est pas forcément d'amener de l'eau, mais peut-être ça va être d'aller piquer les fesses de l'éléphant pour qu'il aille, lui, avec la trompe. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir essayer de voir, mais comment est-ce qu'on peut aider les gens à trouver qui ils sont et puis comment est-ce qu'ils vont pouvoir contribuer, chacun en fonction de leurs forces et de leurs ressources, aux problèmes identifiés. Donc, est-ce que c'est une révolution d'intégrer la durabilité dans les prestations d'orientation? Non, on va dire que c'est une élaboration dans le sens où on va continuer à identifier quels sont les intérêts, les compétences, les forces et les valeurs des individus, mais qu'on va rajouter la conception des besoins du monde pour savoir comment est-ce qu'on peut mettre tout ça au service des besoins du monde. Et finalement, ce n'est pas très éloigné de ce que proposait Parsons, vu que dès le début, l'orientation est née d'un besoin de pouvoir répondre aux objectifs qu'il y avait au niveau, aux besoins qu'il y avait au niveau social. Donc, la dernière question, c'est quelle posture adopter pour le faire lors des démarches d'orientation? Parce que finalement, pas tout le monde qui vient nous trouver n'est prêt à réfléchir aux implications de sa carrière en termes de durabilité. Et puis là, pour ceux qui connaissent mes précédents travaux, vous n'allez pas être surpris, mais c'est vrai que de manière générale, je trouve intéressant de considérer que quand on a une personne bienveillante qui essaye de convaincre une personne ambivalente d'adopter un changement, par exemple une conseillère en orientation qui essaierait de convaincre quelqu'un d'intégrer les questions de durabilité dans son orientation, ce qu'on va voir, c'est que souvent la personne bienveillante va avoir tendance à donner tout plein d'arguments en faveur de ce changement et qu'en retour, la personne ambivalente va donner tout plein d'arguments en défaveur de ce changement en disant oui, mais, et puis en donnant tout plein de bonnes excuses pour ne pas le faire.
Et puis, ce que les scientifiques ont mis en évidence, c'est que dans ce type d'interaction, il y a deux pieds. Il y a d'une part ce qu'on appelle le réflexe correcteur, de penser que l'on sait mieux que l'autre ce qui est bien pour lui ou ce qui est bien pour elle. Et puis, du côté de la personne ambivalente, la réactance, c'est-à-dire la tendance à protéger son libre arbitre lorsque l'on considère qu'il est menacé. Donc, du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour inverser la vapeur? Eh bien, pour moi, la clé, c'est vraiment la posture qui est préconisée par l'entretien motivationnel. Donc, l'entretien motivationnel, c'est vraiment un style de conversation collaboratif qui est centré sur un objectif et puis qui vise à renforcer la motivation personnelle et l'engagement d'une personne en faveur d'un changement en explorant ses propres raisons de changer dans un climat d'acceptation et de compassion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire qu'on ne va pas considérer que le conseiller ou la conseillère, c'est un expert qui doit donner des conseils, des informations et des instructions, et puis que la consultante ou le consultant, c'est quelqu'un qui va adhérer, dire oui, 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 et puis mettre en pratique, mais plutôt considérer que la personne est l'experte de sa situation et que le conseiller, il est là pour accompagner, proposer, susciter et éveiller. Donc, en fait, ça nécessite de partir du principe qu'en fait, la personne, elle a déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur d'elle-même pour intégrer les questions de durabilité au sein de sa réflexion sur sa carrière. Et puis que le rôle des conseillers et conseillères, c'est de faire émerger ses connaissances, les ressources, les questionnements et les besoins. Donc, quelle posture adopter? Pour moi, la solution, c'est vraiment celle de l'entretien motivationnel, c'est-à-dire finalement de soutenir l'autonomie des personnes vers des choix qui soient responsables. Donc, une posture doublement durable pour les conseillers en orientation, ça nécessite finalement de pouvoir respecter sa mission, sa spécificité et pouvoir utiliser les outils auxquels ils ont été formés, tout en finalement en l'actualisant pour conserver ces outils, ces pratiques pertinentes face aux défis, ce qui est conforme à l'origine de notre discipline. Donc, de manière générale, on a tout plein d'outils qui sont en train d'émerger un petit peu partout et puis que la brochure Euroguidance essaye de mettre en œuvre. Et puis, c'est des outils qui préviennent du terrain et de la recherche. On a besoin de pouvoir organiser ces outils pour savoir comment est-ce qu'ils vont répondre au mieux aux besoins de nos consultants. Et puis ensuite, de valider et de tester l'efficacité de ces outils, autant sur le terrain que dans la recherche, parce que finalement, la recherche prend un peu plus de temps que pour pouvoir valider les choses. Donc, entre-temps, rien ne nous empêche de pouvoir tester. Donc, voilà, j'ai fait le temps imparti, je crois. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Shekinah. C'était très clair, très intéressant. Vous avez mis beaucoup de liens et ça fait aussi partie, je pense, de ce concept de respect, d'accompagnement des personnes et de durabilité au carré. Vous avez pu faire le lien entre le RIASEC et puis cette nouvelle façon de concevoir l'accompagnement. Peut-être qu'on peut parler finalement du principe d'écologisation du métier de conseiller en orientation, puisque c'est plutôt une évolution qu'une révolution, d'après ce que vous soulignez. Alors, dans les questions qui vous sont adressées, on demande si le jeu à ton tour est accessible. Et donc, je vais vous laisser y répondre. Et j'aimerais peut-être que vous disiez un mot sur le jeu, la ressource qui s'appelle faire de sa vie un jeu, pour rebondir sur cette notion de aborder les questions, les problèmes, plutôt comme des aventures, des challenges, qui ont un effet totalement différent sur la façon dont on va se plier pour le résoudre. Donc, je vous laisse la parole sur les ressources que vous pouvez mettre à disposition. Oui, merci. Donc oui, effectivement, le jeu à ton tour est disponible en libre accès. Il est notamment à disposition sur le site du CEPRO, donc du Centre d'études de Centre de recherche sur la psychologie de l'orientation. Je partagerai aussi le PowerPoint où il y a les liens qui sont mis à disposition. C'est un jeu de cartes à faire soi-même. On préférait ça pour que ce soit accessible au plus grand nombre, mais voilà, vous pouvez sans doute le télécharger.
Et puis, c'est vrai qu'alors la ressource Faire de sa vie un jeu, elle est disponible sur mon site internet, donc c'est shekinarocha.com. Et puis, ben là, c'est finalement une manière de pouvoir aborder effectivement les défis comme des jeux, parce que finalement, quand on joue, on est pleinement focalisé sur l'objectif à atteindre, mais dans ce cadre-là, les échecs, les difficultés, les obstacles ne sont pas vus comme des fins en soi, mais plutôt comme des défis stimulants qui nous donnent envie d'avancer, de faire preuve de créativité et voilà, finalement, de pouvoir les voir comme des occasions de se développer et d'avancer plutôt comme des fins en soi. Et c'est vrai que je pense que face à tous les défis de la vie, c'est une posture qui peut être que positive, et notamment dans ce cadre-là. Alors, on a d'autres questions aussi qui vous sont adressées. Par exemple, la remarque, beaucoup d'activités sont des activités de labeur, hein, comme l'agriculture, le bâtiment ou d'autres, qui sont rejetées et qui ne font pas sens et joie. Alors, comment faire et qu'en pensez-vous? Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Je pense que les professions liées à l'agriculture, c'est des professions qui font fondamentalement sens, que ce soit en termes de connexion avec la nature que de finalité finalement du travail qui est fait. À mon sens, dans mon sens, la perte de sens vient plutôt des conditions qui sont mises et puis des réglementations du marché. Typiquement, le fait que c'est un travail qui n'est souvent pas rémunéré à sa juste valeur. C'est aussi un travail qui est fortement, voilà, sur lequel beaucoup de gens ont leur mot à dire sans forcément très bien connaître les réalités de ce métier-là. Après, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de joie dans ce travail-là, ni qu'il n'y a pas de sens, et on voit même de plus en plus. Alors, dans la présentation précédente, vous parliez des fromagers, les gens qui se reconvertissent finalement vers des métiers qui sont plus en lien avec la nature, et puis je pense que l'agriculture en fait partie, en tout cas dans les gens que j'ai accompagnés ou que je connais, il y a de plus en plus de transitions vers ce type de métier-là. Je ne sais pas si ça répond à la question, c'est plus à une opinion personnelle qu'un point de vue éclairé. Ok. En raison du timing, je vais arrêter, mais le débat est passionnant. Et le lien entre à la fois ce que disaient les intervenants du CEREC et le vôtre, hein, totalement différent et complémentaire, est passionnant. Je vais laisser le soin à Yvan Coilier de Roguidance France de conclure peut-être. Merci Isabelle. Merci à tous pour votre participation. C'est une visioconférence très intéressante hein, et on le voit également dans vos différentes remarques dans le fil de discussion. Hein, donc merci à tous d'avoir participé. On voit là juste en quelques mots que l'orientation dans un monde durable, c'est forcément une approche qui va être multidisciplinaire. On le voit également par la diversité de nos intervenants aujourd'hui, hein, à la fois plus sociologique, économique, à des aspects plus psychologiques. Ce qu'on a essayé de faire également dans le groupe Euroguidance francophone, c'est également justement de pouvoir travailler avec des collègues qui viennent peut-être d'autres pays. Alors même si on est voisins et qu'on a une langue en commun, on travaille tous dans un contexte qui peut être différent et justement d'avoir différents éclairages, différents points de vue. On le voit, ça enrichit considérablement la réflexion. Ce qu'on va essayer de faire par la suite et ce qui est prévu, c'est je partage en même temps mon diaporama, c'est de continuer à travailler sur cette thématique. Donc, à travers le groupe Euroguidance, hein, en l'élargissant à différents pays. Il y a déjà des pays qui souhaitent rejoindre ce groupe de travail. On a l'Allemagne, la Slovaquie, la Slovénie, la Pologne, la Finlande, l'Autriche, hein, pour ne citer que. Donc, on va continuer à faire ce travail nécessaire voilà, de veille et puis de diffusion, comme on l'a fait aujourd'hui, donc auprès des praticiens de l'orientation. Voilà, pour qu'on ait voilà, tous un maximum de ressources possibles sur cette thématique et qu'on puisse réfléchir ensemble voilà, à quelle posture adopter en tant que professionnel de l'orientation. Alors peut-être juste un petit point technique.
la brochure est disponible donc en français, puisque ça a été écrite à la base en français, mais également en anglais pour qu'on ait une plus large diffusion. Donc pour l'instant sur le site donc euroguidance.eu que vous voyez à l'écran, dans la rubrique ressources, puis publications et dans Other Publications. Donc là, vous les retrouvez en français et en anglais. Et ensuite, vous les retrouverez également sur les sites nationaux, donc pour nous, euroguidance-france.org, mais vous pourrez également vous adresser aux collègues luxembourgeois et belges et suisses également pour retrouver ces différentes publications. Donc là, j'ai indiqué également les noms, fonctions et adresses mail des différents intervenants. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je m'avance un peu, mais je pense qu'ils seront ravis de répondre à vos questions, voilà, si vous en avez. Voilà, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé. Hein, donc avec pour la première fois, une visioconférence regroupant des participants, encore une fois, là, de Belgique, de France, de Luxembourg et de Suisse. Voilà, merci à tous, bonne fin de journée, et puis voilà, on vous tiendra au courant des prochaines publications. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.